Ma véritable identité est celle d'une Japonaise ratée. Elle a écrit J'ai une l'assassin en 3 mois. Je me rappelle qu'elle me disait « Maman, je sens que j'écris quelque chose de génial ». Elle avait un pressentiment. Portrait de l'écrivain, sans doute le plus étonnant d'aujourd'hui. Amélie Nothomb intrigue et dérange. Je ne me demande pas, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien écrire? J'écris ce qui vient. L'écriture est clairement une transe. C'est la seule transe dont je sois capable. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. Tous les jours, j'ai l'impression que je vis une imposture, mais qu'un jour, cette imposture finira. Bienvenue dans Clic. Bonsoir, merci. Bonsoir, Amélie Nothomb. Vous publiez votre 33e roman, L'Impossible Retour, aux éditions Albin Michel. Depuis 1992, vous publiez un roman par an. Plus de 20 millions de livres vendus, traduits dans une quarantaine de pays, certains adaptés au cinéma. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le prix de l'Académie française et le prix Renaudot. Et vous dites que depuis 92, à la sortie de chaque livre, vous avez de l'appréhension. Est-ce que finalement, c'est pas ça, l'impossible retour? Parce que moi, j'ai l'impression que chaque livre est un retour. Un retour à l'état originel de publier un livre, de stresser, de ne pas savoir ce qu'on va dire, comment il va être reçu, perçu. J'y avais pas pensé, mais c'est très ingénieux. Et d'ailleurs, c'est exactement la vérité. Puisque à chaque fois que je publie un livre, j'ai l'impression de remettre mon titre en jeu. L'expression est peut-être un peu énorme, mais c'est comme ça que je le vis. Mais vous avez une face... C'est intéressant, cette expression, remettre votre titre en jeu, parce que moi, il y a un groupe de musique que j'adore qui s'appelle Arsenic qui dit « Je boxe avec les mots ». Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Vous parlez comme une boxeuse, vous boxez avec la littérature. Il y a certainement une violence, parce que quand j'écris, bon, je sens une pulsion de mots très forte et je ne dois pas me laisser faire. À la fois, je dois accepter cette pulsion parce que c'est quand même de là que ça vient, mais je dois faire entendre mon son parmi ces mots. Donc il y a en effet un choix violent qui peut en effet s'apparenter à la boxe. Est-ce que cette violence, elle nous quitte ou elle vous poursuit tout le temps ? Elle ne me quitte certainement pas. En tout cas, à supposer qu'elle me quitte, elle revient chaque matin. Donc, chaque matin, je dois remonter sur le ring. Et elle est comment? Comme une voix dans votre tête? Comme un démon? Comme un... C'est... Comment vous dire? Chaque matin, je me réveille avec vraiment l'obligation d'aller me mettre face à un mur et de casser ce mur. Et chaque fois que je suis face à ce mur, je me dis, mais comment je vais faire? Je ne suis pas karatéka, Eh bien, je me dis, tu t'en fous, tu casses le mur. Et je casse le mur chaque matin. Ce mur-là, vous l'avez cassé dans votre trajectoire. Vous avez brisé plusieurs murs. C'est vrai. Vous avez brisé des murs sociaux, oui, des murs parasociaux dans votre relation avec le public. Oui. Vous avez brisé plein de murs. Quels ont été les plus difficiles à briser et ceux que vous avez conscientisés le plus tôt dans votre vie? Le mur le plus difficile à briser, c'est celui qui est en soi. Kafka dit qu'on écrit pour briser à la hache la glace qui est en soi. Tous les matins, c'est resédimenté. Tous les matins, il faut à nouveau briser à la hache tout ce qui s'est durci en soi et qui empêche ce courant de passer. De toutes les violences que je m'impose, c'est probablement la plus fondamentale et la plus difficile, parce que c'est vrai que tous les matins, je sens qu'il faut de nouveau faire exploser le truc, et chaque matin, je me dis, mais comment vais-je y arriver? Ce livre, L'Impossible Retour, parle du Japon. Il y a un mot japonais, une expression qui s'appelle takumi, qui vous correspond à la perfection. Takumi, c'est maître. Et on devient takumi quand on a passé plus de 10 000 heures à faire quelque chose. Vous connaissez cette théorie? Je ne connaissais pas cette théorie, mais ça fait 35 ans que je fais ce que je fais, donc je crois que les 10 000 heures sont atteintes. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la maîtrise? Il y a une part de maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, quand j'écris, je dis, oui, bon, là, tu vois la nature du problème, c'est probablement comme ça que tu vas y arriver. Il n'empêche que chaque matin, quand je m'y mets, il y a toujours, d'abord, ce mur qu'il faut briser. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez vous, et depuis que je suis en âge de voir et des interviews de vous et de vous lire, c'est que je vois quelqu'un à qui la littérature permet de vivre
mais de vivre même après la mort. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez laisser, qui vous dépasse. J'aimerais beaucoup que vous ayez raison. Ce ne sont pas des choses que l'on peut maîtriser. Évidemment, j'ai cet espoir. Mais c'est un espoir si grand. Et c'est un espoir vis-à-vis duquel je ne peux strictement rien. Évidemment que j'espère que mes textes vont me survivre. C'est le plus grand espoir qu'un écrivain puisse avoir. Mais comment puis-je savoir s'ils vont survivre? J'injecte en eux toute la force dont je suis capable, dans l'espoir qu'ils me survivent. Il y a 3 ans, on n'aurait pas pu imaginer les progrès de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut dire à une intelligence artificielle « Raconte ma vie, faisant un roman à la manière d'Amélie Nothomb ». Est-ce que vous pensez que le métier d'écrivain survivra à tout ça? J'en suis persuadée. N'allez surtout pas vous imaginer que j'y connaisse quoi que ce soit à l'intelligence artificielle. Vous n'avez même pas de téléphone portable. Je n'ai même pas de téléphone portable. Mais un expert m'a garanti que l'intelligence artificielle consommait beaucoup plus d'électricité que moi. Et historiquement, ça s'est toujours vérifié que ce qui consomme moins perdure. Je consomme extrêmement peu. Je pense que j'ai plus d'espoir d'avenir que l'intelligence artificielle. Ce qui perdure, c'est vos souvenirs, votre relation avec le Japon, pays où vous avez grandi. Et j'aimerais qu'on regarde une image ensemble, bouleversante, en 2013. Vous retournez au Japon pour un documentaire et vous retrouvez alors votre nounou qui s'occupait de vous quand vous étiez petite. C'était comme une maman pour vous. Et cette image, à chaque fois que je la regarde, je suis bouleversé. Dakara, hontoni, arigatou gozaimashita. Iroiro osewa ni narimashite, makoto ni arigatou gozaimasu. Papa, maman, yoroshiku ne. Soshio. Gomen nasai. Arigatou, hontoni arigatou. C'est terrible. Chaque fois que je vois cette séance, c'est beau à pleurer. Hein. C'est terrible. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je n'ai plus de ses nouvelles. Et j'en suis au stade où je ne sais même pas si elle est encore vivante. Et je crois que je préfère ne pas le savoir. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? C'était une mère. J'ai eu plus d'une mère. C'était certainement une mère, et c'était une mère qui me prenait exactement comme j'étais. Je ne dis pas que ma mère belge n'était pas une bonne mère, mais cette mère japonaise, j'avais le souvenir qu'elle m'acceptait exactement comme j'étais. Au Japon, c'est très compliqué de dire non. Le non n'existe pas dans la langue. Est-ce que ça a forgé quelque chose chez vous? Sûrement, c'est-à-dire dans tellement de situations de langage, le non et tout ce qui va avec le non. Et vraiment, c'est l'impasse à fuir. Donc, j'ai dû apprendre les circonvolutions qui permettent d'éviter le non tout en signifiant le non. Parce que ne vous imaginez surtout pas que les Japonais n'ont pas l'habitude de refuser. Ils refusent, mais ils refusent en recourant à des subterfuges verbaux. Je suis devenue assez bonne à cet exercice aussi. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé ce genre de stratagème? Oh, ça a dû m'arriver maintes fois avec mon éditeur, à refuser des invitations à dîner, à déjeuner. Je ne suis pas très dîner en ville, donc je trouve toujours d'excellentes excuses pour ne pas y aller. Donnez-moi-en une, parce que je suis comme vous, j'aime pas ça. Alors, j'ai la meilleure excuse du monde, je ne sais pas si vous pourrez en user, c'est de dire non, je vais en Belgique. Parce que je suis belge et la Belgique, c'est juste à côté, 1h20 de train, et je suis dans mon chez-moi belge. Donc, je peux dire à tout instant non, c'est pas possible, je suis en Belgique. Vous parlez plusieurs langues. Il y a évidemment le japonais, mais également des langues anciennes. Quelles sont vos expressions préférées ou les mots que vous préférez le plus utiliser? En japonais, le japonais par excellence, c'est la langue des niveaux de langue, avec des niveaux de langue qui sont juste vertigineux. Bon, j'adore les formules vertigineuses en japonais. M'en servir... Alors, les Japonais ont toujours l'impression que je m'en sers par dérision. Je m'en sers pas tellement par dérision, je m'en sers parce que je les trouve absolument formidables. Shitsure itashimasu, j'ai l'impolitesse de vous servir, c'est délirant. Mais j'adore m'en servir. Toutes des choses comme ça. Je ne commence jamais à manger sans avoir dit itadakimasu, c'est-à-dire j'accepte ce que vous m'offrez si honorablement. Est-ce que vous avez de la gratitude envers quelque chose au quotidien?
Oh mon Dieu, envers tant de choses. Envers mes lecteurs qui veulent bien de moi, ce qui me fait une place en littérature qui m'émerveille tous les jours. De façon beaucoup plus simple, je m'émerveille, j'ai une gratitude infinie pour l'inventeur du vélo. Maintenant, je me déplace presque exclusivement à vélo et j'y ai un bonheur absolument fou. Donc, l'inventeur du vélo, c'est mon grand homme à moi. On va parler d'un mot japonais qui a émergé cette semaine dans la pop culture, enfin ces dernières semaines. C'est le mot kaizen. Vous connaissez ce mot, cette expression? Alors, il y a ça dans le mont Everest, celui qui est monté au sommet du mont Everest. Inox Tag. Donc vous connaissez quand même Inox Tag? Oui. J'aimerais qu'on l'écoute et on en parle. Tu sais, je trouve que la montagne, c'est quand même une symbolique. C'est quand même un lieu spirituel. J'avais envie de rentrer en contact avec et juste d'essayer de devenir meilleur. C'est ça, Kaizen. Essayer d'évoluer. Et peut-être que là-bas, j'allais trouver des réponses. Des réponses sur qui je suis, qu'est-ce que c'est le but de la vie. Vous dites que le Japon peut aider la jeunesse. J'en suis persuadée, parce que les notions de discipline et d'humilité qui sont profondément liées et qui sont finalement très incomprises ici, en Europe, qui sont vues comme des imbécilités, hypocrites, voire fachos, ont beaucoup de sens au Japon. Or, ce sont des notions indispensables, quoi qu'on veuille faire dans la vie, que l'on veuille être écrivain, que l'on veuille gravir le mont Everest, que l'on veuille faire quoi que ce soit, on a besoin de ces deux choses qui sont liées, qui sont l'humilité et la discipline. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce jeune, il a 22 ans, et il arrive avec ces valeurs-là, avec ce langage, et tout le monde lui est tombé dessus. On lui est tombé dessus? Ouais. Mais pourquoi? Tout le monde disait, mais non, ton discours est simpliste, il est niais, il est naïf. Mais il n'est pas simpliste, il est simple. L'humilité est vraiment, j'ai l'impression que c'est une chose que les Occidentaux ne comprennent plus. L'humilité, mais c'est la base. Qu'est-ce que c'est la discipline? C'est être profondément humble, c'est ne se reconnaître aucun talent, ce qui est tout à fait vrai à la base. À la base, on n'a aucun talent. Si un jour on parvient à faire quelque chose dans sa vie, c'est parce qu'un jour on a été assez humble pour accepter une discipline. Ce sont des choses qui vont de pair et qui n'ont absolument rien d'inacceptable. Les gens s'imaginent qu'on a la science infuse, que du jour au lendemain, on va parvenir à monter au sommet du mont Everest ou à écrire un roman. Mais non, ce sont des choses extrêmement difficiles. Il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de discipline pour y arriver un jour. Autre expression japonaise dont j'aimerais parler avec vous, c'est le takotsubo. C'est la maladie des amoureux. Oh, c'est trop beau. C'est des gens qui peuvent mourir à cause d'une rupture amoureuse. Alors, ça, c'est une attitude que j'aime énormément au Japon. Les Japonais, qui sont des gens très rigoureux, ont une compréhension absolue de la folie, de toutes les formes de folie. Si vous pétez les plombs au Japon, mais tout le monde vous comprendra. Vous savez ce que c'est que de travailler au Japon. Quand on travaille au Japon, on se soumet à des rythmes de travail mais monstrueux, à des choses inhumaines. Mais à côté de ça... Le vendredi soir? Oui. Et à côté de ça, si vous avez un chagrin d'amour, vous avez le droit de demander un congé pour chagrin d'amour. On considère que c'est si grave qu'en plus vous l'ayez avoué à votre patron. Voilà, là, je ne vais pas pouvoir travailler pendant 4 jours parce que ma souffrance amoureuse est trop grave. Eh bien, on vous l'accorde. C'est extraordinaire. Le crime passionnel bénéficie d'une indulgence de la part des jurés japonais qui dépasse toutes les indulgences au monde. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous entendez par le crime passionnel? Bon, le cas le plus connu, c'est celui que raconte Oshima dans l'Empire des Sens, Abe Sada, qui par amour pour son patron avec qui elle avait une liaison torride, l'a émasculée et puis assassinée. Elle s'est confiée elle-même à la justice après. La justice a été extrêmement indulgente. Puis il y a eu ce cas extrêmement spécial aussi du Japonais cannibale qui avait mangé sa petite amie hollandaise et qui a été jugé au Japon et qui a été acquitté et qui est aujourd'hui chroniqueur gastronomique au Japon. Intéressant. C'est pas une bonne chose qu'on arrête avec cette expression crime passionnel? La violence appelée amour, ça c'est une chose insupportable. À côté de ça, qu'il y ait des actes d'amour qui nous dépassent, comme je le répète, ce qu'a fait Abe Sada, c'est encore autre chose. Je précise que dans le cas d'Abe Sada, son amant était consentant. C'est intéressant d'en parler avec vous parce que vous avez
parlé très tôt Oui. d'agression que vous Oui. avez subie. Et vous dites quelque chose de bouleversant. Vous dites, quand j'en parlais en 2004, on m'insultait. Quand j'en parlais 20 ans plus tard, on me soutenait. Oui. J'ai vraiment vécu... Qui vous insultait et qui vous soutenait? Et est-ce que les deux personnes se sont croisées? Ce sont vraiment deux générations qui n'ont rien à voir. On voit que 20 ans ont passé. Ceux qui m'insultaient en 2004, ce n'étaient pas des gens jeunes. Et vraiment, ils cherchaient à me culpabiliser et, ou au pire, à exiger des détails. Ou alors m'accusant, bien sûr, de mensonges. Hein, si vous le dites. Si une jeune femme qui dit ça, c'est forcément une menteuse qui cherche à attirer l'attention, n'est-ce pas? Aujourd'hui, plus personne ne songerait à... Et heureusement, plus personne ne songerait à dire, 1, que la personne ment, 2, qu'elle l'a bien cherché, et 3, s'il vous plaît, des détails, parce que vous ne nous en avez pas assez donné. En une phrase, vous avez une phrase, mais c'est vraiment un coup de tonnerre dans le livre Psychopompe. Vous dites « Il me fallut un siècle pour trouver la force de hurler ». Oui. Cette oui. phrase est folle, parce qu'elle parle de l'état de sidération. Oui. L'état de sidération, en effet, il faut l'avoir vécu pour le savoir, c'est... Le son ne sort pas. Le son ne sort pas parce qu'aucun son ne convient. J'aimerais qu'on aille faire un tour encore dans les archives avec un souvenir qui m'a marqué de vous. C'était sur le plateau de Nulle part ailleurs, avec le regretté Philippe Vecchi et Alexandre Devoise. Regardez. Je peux faire des imitations, mais il faut me payer très cher. Allez, je veux voir. Non. Bon, c'est pas du tout une tenue de no. D'accord, ça faut savoir déjà. Et c'est une voix, c'est un borborygme qu'il faut chercher au fin fond du ventre. Ça vient de loin, c'est japonais. Et vous entendez la voix aiguë que j'ai. Alors, si je suis défigurée, il ne faut pas vous étonner. Ok. Watashi wa toshi yori desu. Ça continue 4 heures comme ça. En fait, ce qui est dingue, c'est le mec derrière, dans le public, qui comprend pas ce qui se passe. Et surtout, moi, le souvenir que j'avais de cette image-là, c'est que très vite, on a fait de vous un personnage de télévision. Et moi, j'ai toujours trouvé chelou les gens qui vous trouvaient chelou. Je trouvais que c'était eux qui étaient étranges. Vous avez rien d'étrange. Quand on vous lit, il n'y a rien d'étrange. C'est toujours très concret. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Mais alors, ce que vous dites est vrai. Et longtemps, en plus, on m'a reproché d'être à l'origine de ce personnage, ce qui est totalement faux. Un jour, on m'a demandé d'apparaître. Je n'étais pas faite pour ça. Apparaître dans les médias, quand on ne sait pas comment faire, ben on y va et en fait, on fait ce qu'on vous demande. Mais on vous demandait quoi? Par exemple... c'est un mauvais souvenir pour vous? Non. J'ai montré ce que c'était que Duno. Pour moi, ce n'est pas un mauvais souvenir, mais le mauvais souvenir, ce n'est pas ça. Le mauvais souvenir, c'est l'interprétation que certaines gens, pas tout le monde, mais que certaines gens en ont faite, à savoir... elle se crée un personnage. Non, on me demande de chanter Duno, je chante Duno, c'est aussi simple que ça. Parce que il y a cet archétype, vous connaissez très bien les médias, de se dire, chaque année, il y a un roman d'Amélie Nothomb, et chaque année, il y a ce truc de vouloir la mélanger avec des gens. Alors que chaque année, vous sortez des livres qui sont de plus en plus graves. Alors ça me fait vraiment plaisir ce que vous dites. Je pense en effet que mes livres sont de plus en plus graves et qu'il suffirait de s'en tenir au texte, mais... il semblerait que ce soit trop difficile. Les gens lisent pas les textes quand ils vous invitent? Alors, s'ils les lisent, ils ne comprennent pas forcément. Et ça m'amène à cette réflexion, c'est le rapport que vous avez avec vos lecteurs. J'ai l'impression que c'est plus facile de vous connaître quand on vous lit que quand on vous fréquente. Mais c'est évident. Mes lecteurs me connaissent mieux que mon frère. J'ai un frère avec lequel je m'entends bien, mais il ne sait pour ainsi dire pas qui je suis, alors que mes lecteurs qui me lisent vraiment me connaissent très intimement. Et j'ai souvent avec mes lecteurs des correspondances qui vont terriblement loin dans la connaissance mutuelle. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à travers ce qu'ils me disent de mes livres, je découvre qui ils sont et ça va très loin dans les deux sens. C'est un peu comme la team Jules, la team Amélie, quoi. Voilà. Non, mais Jules a ce rapport avec ses artistes. Ah bien, voilà, je ne savais pas. Il est comme vous, il est très productif.
On va faire un petit jeu ensemble, d'accord? Je vais vous lire des phrases que vous avez écrites et vous allez me dire si vous vous souvenez de quel livre. D'accord. OK? Il existe des êtres qui ne subissent pas la loi de l'évolution. Ce sont des légumes cliniques. Métaphysique des tubes. Exactement. Et ça m'amène à cette expression qui est l'expression imbécile heureux. C'est dans un de mes livres, ça? Non. Ah, d'accord. Non, oui. est-ce que on peut être heureux en étant intelligent? Alors, le bonheur, qu'on soit intelligent ou complètement idiot, de toute façon, ça dure jamais très longtemps. Souhaiter 2 secondes de bonheur par jour, ça me paraît une bonne ambition. Ça nous emmène à la deuxième citation. Il est bien plus divertissant d'être ennuyeux que d'être intéressant. Cosmétique de l'ennemi. Non. Ah! C'est dans quoi? C'est dans les catilinaires. Ah, dans les catilinaires, oui, en effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens de certains cours à l'université où vous voyez le professeur prendre un grand plaisir à noyer de ténèbres des propos qui étaient assez lumineux. Donc je sentais qu'ils y prenaient un certain plaisir. Pas besoin d'intérêt pour mentir, il suffit de plaisir. Ah, mon Dieu, c'est dans quoi ça? C'est dans... Péplum. Ah ben voilà, excusez-moi. Vous aimez mentir? Je ne le fais jamais gratuitement. Je pense que le pire menteur, c'est celui qui dit qu'il ment jamais. Je ne dirais certainement pas ça. Si je le fais, c'est toujours pour des motifs défensifs. Est-ce qu'il y a un mensonge qui vous a procuré ou vous procure encore du plaisir de manière rétroactive? Peut-être, mais il ne me vient pas à l'esprit. C'était peut-être celui-là. La seule manière de cesser de souffrir, c'est de n'avoir que du vide dans la tête. Oui, ça c'est tout à fait vrai et c'est très difficile. Installer le vide dans sa tête, c'est pourtant l'idéal zen, et comme l'idéal zen a raison, mais c'est très difficile à obtenir. C'est pour ça que vous dormez tard? C'est probablement pour ça que j'ai tellement de mal à m'endormir, en effet. Le sens moral disparaît au-delà de 180 de QI. C'est aussi dans Péplum. Je connais peu de plaisir aussi grand que de jouir d'une couleur. Alors, c'est dans Barbe Bleue. Non, c'est dans votre livre qui vient de sortir. C'est dans le tout dernier. Mais alors, il aurait tout aussi bien pu être dans Barbe Bleue, parce que Barbe Bleue donne aussi une très grande place à la couleur. Est-ce qu'on peut parler d'une passion que vous avez? Une passion que j'ai aussi. Oui. Mylène Farmer. Ah, très bien. Vous êtes fasciné par Mylène Farmer. Vous avez eu la chance de la rencontrer en 95. Oui. Racontez-moi. Eh bien, c'était le magazine Vogue allemand qui m'avait dit vous avez le droit de dire la personne que vous voudriez rencontrer et on vous arrange l'interview croisée. Bon, je me suis dit, allons-y, délirons. Et je dis Mylène Farmer. Et elle a accepté. Et c'est ainsi que, voilà, c'était le 22 décembre 1995. Waouh. Et on a passé toute la soirée ensemble. C'était vraiment génial. On peut faire une interview Mylène ensemble? Essayez, mais je crains que vous vous y connaissiez plus que moi. Est-ce que, comme Mylène Farmer, vous pensez que... Je pense exactement ça. L'univers a ses mystères et les mots sont nos vies. Oui. Ça vous parle? Ça me parle C'est exactement beaucoup. vous. Est-ce que, comme Mylène, vous vous dites que... À fond. Qu'est-ce qui est désenchanté chez vous? Alors déjà, il y a certainement quelque chose de générationnel. Ma génération ne croit plus en la possibilité les grands idéaux qui nous ont précédés. Maintenant, plus personne ne peut y croire parce qu'on a vu ce qu'ils ont donné politiquement. Aucun n'a marché. Sinon, ce qu'il y a de désenchanté en moi, je ne pense pas que je vais pouvoir me délivrer de mes démons. Voilà, mes démons sont... J'ai fait beaucoup pour me délivrer d'eux et je pense que je ne me délivrerai pas d'eux. Est-ce que vous pensez, comme Mylène, que...
je vois très bien ce qu'il veut dire, mais moi, je dirais que je suis homme et femme à volonté et que ça me va très bien comme ça. Et est-ce que, comme Mylène, vous pensez que... Ah oui, mais ça, c'est certain. C'est certain. Le monde a besoin d'être recréé tous les jours et pour ça, il faut une imagination formidable. La joie n'est pas naturelle. La joie, il faut la susciter. Il faut la créer de toutes pièces. On va tester si vous êtes une fan de Mylène et du Japon. Fermez les yeux. Vous êtes à Shinjuku. Vous arrivez dans une ruelle. Vous montez dans un étage et là, un karaoké. Et là, on envoie le karaoké Mylène. Et c'est à vous, Amélie Nothomb. Oh mon Dieu. Mais je vais pas en être capable. Hein. Vous voulez que je chante du Mais oui, Farmer? on est dans un karaoké. Mon Dieu. Je vais faire ce que je peux. À côté des idéaux, des mots abîmés. Je chemine pour m'aider. Je suis une génération désenchantée. Bravo Amélie. J'étais complètement à côté de la plaque. Bah, moi aussi. Voilà. Mais c'était, écoutez, vous savez quoi? C'était le tout premier karaoké de ma vie. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Vous qui êtes fan du Japon? Je suis fan du Japon et je crois que je suis tellement consciente que je ne suis pas capable de faire que ça, que je ne me suis jamais risquée dans un karaoké. Et les gens ils vont se dire, Amélie Nothomb, c'est la queen du karaoké. On passe, on a cliqué pour vous. Merci. Black Miss Wukong, c'est le premier jeu vidéo chinois haut de gamme à être commercialisé à l'international et c'est un succès monstrueux. Bah oui, regardez, même les arbres, ils applaudissent. Et c'est sûr que c'est pas pour nous les applaudissements, genre. Ah oui, bravo les humains, vous faites cramer toutes nos forêts. Ouais! Non, vraiment pas. Le héros du jeu, c'est donc un mec avec beaucoup de barbe. Et moi, globalement, je me méfie des mecs qui ont trop de barbe. Ça peut cacher un psoriasis, un herpès, c'est jamais bon. En plus, dans le jeu, on peut lui faire récupérer des fleurs de lotus et du fil d'or, pas du tout l'emmener chez le dermato, le monsieur. C'est rare, hein. Ah mais pardon, mais c'est parce que c'est un singe, en fait. Et pas n'importe quel singe en plus, c'est juste Son Wukong, ce mythe de la littérature chinoise devenu Son Goku en japonais. Oui, Son Goku de Dragon Ball. Donc finalement, c'est normal qu'il puisse voyager sur un petit nuage magique pendant que la plèbe est coincée dans la bétaillère. Ouh là là, elle a une tête chelou la dame. Bah oui, mais voilà ce que ça donne de passer 12 heures en classe éco aussi, hein. Eh oh, t'es pas obligé de t'énerver, toi. Moi, je veux bien y goûter à ta hache. En plus, je viens de recevoir mes bûches pour l'hiver. Bon alors, blague à part, tout ça est sublime. Il y a des très jolis plans pour quand t'as la flemme de te lever pour admirer le lever du soleil alors que t'es en villégiature dans une pagode chinoise. Mais surtout, le jeu ne nous laisse tellement pas de répit qu'on devient totalement accro. Si bien qu'en Chine, certaines entreprises offrent des jours de congé à leurs employés pour qu'ils puissent y jouer. Et ça mérite un bon gros 9 sur 10. Bisous. Amélie Nothomb, vous êtes dans Click, on parle de l'impossible retour, c'est disponible en librairie. Il y a quelque chose, moi, qui me fascine avec le Japon, dont je voulais parler avec vous, c'est que quand on met les pieds là-bas, on est à la fois dans le futur et dans le passé. Il y a cette phrase que je déteste, c'est mélange entre tradition et modernité. Oh mon Dieu. Mais c'est pas du tout ça. On se trompe totalement quand on dit ça. C'est des gens qui ont compris le temps. Voilà. Et le temps, il n'est jamais révolu, ce n'est jamais ni futur ni passé, c'est tout à la fois. Voilà des gens qui vivent le temps dans sa véritable dimension. Merci d'avoir pris du temps avec nous, Amélie Nothomb. Ça fait très longtemps qu'on voulait parler avec vous. C'était un bonheur. Merci beaucoup d'être venue. Merci infiniment. Et je tiens à vous le dire, je vous admire énormément. Je suis très touchée, je vous remercie. J'ai passé un merveilleux moment avec vous. Et ben moi aussi.